La recherche morale. J'ai déjà affirmé qu'il doit y avoir des limites, que nous pouvons espérer au mieux que nos jugements soient marqués par un esprit de clocher portant sur une vaste paroisse. Il est inévitable que nos jugements moraux n'arrivent pas à passer une version extrême du quatrième test de Sidgwick, le consensus des experts. Mais il pourrait y avoir bien d'autres problèmes. Il se pourrait que nous trouvions que les préceptes moraux du sens commun sont incohérents, comme le souligne Sidgwick, sans trouver que pour autant les principes plus profonds qui leur feront perdre du poids et les réconcilieront, sans découvrir des principes qui nous apparaissent évidents tandis que nous nous plaçons dans ce que nous estimons être une position de plus en plus favorable pour juger. Il se peut que nous soyons confrontés à des incohérences dans notre pensée et que nous soyons entraînés dans des directions différentes en essayant de les corriger. Il se peut qu'à mesure que nous avançons, le choix entre systèmes cohérents ne devienne pas plus clair. Et puis aussi, même si chacun de nous pense avoir tout bien compris, il se peut que nous trouvions que nous ne sommes pas d'accord sans pouvoir pour autant nous stigmatiser mutuellement du titre de juge incompétent. De fait, des ouvrages philosophiques récents ont vivement mis en cause les espoirs d'obtenir un système moral. Peut-être qu'aucun système complet ne nous convient. Peut-être qu'aucune réconciliation systématique ne soutient nos opinions morales, soit telles qu'elles sont, soit telles qu'elles seraient comme résultat de la meilleure recherche. Nous devons alors apprendre à pousser nos recherches morales avec des aspirations plus restreintes. Bien sûr, cette discussion récente n'a pas été normativo-expressiviste, du moins pas ouvertement, et elle possède une richesse que je dois ignorer. Reste que j'ai demandé de quoi avait l'air la recherche morale si nous la voyons de manière normativo-expressiviste. J'ai dit pourquoi elle tendait vers le systématique, et pourquoi il se pouvait qu'elle n'y arrive pas. Nous pouvons voir pourquoi nous devons nous attendre, plus ou moins à un consensus de tous les jours, mais pas pourquoi nous devons nous attendre à l'accord sur un ensemble d'appuis théoriques et de leurs conséquences. Surtout, nous ne pouvons voir pourquoi nous devons nous attendre au type d'accord qui réunirait des communautés différentes. Dans cette veine, les textes les plus importants sont Bayer, 1985, et peut-être Williams, 1985. Williams s'efforce de parvenir à une vue générale qui incarne un scepticisme sur l'éthique philosophique, mais un scepticisme qui porte plus sur la philosophie que sur l'éthique. Il s'en prend à la quête d'une théorie éthique qu'il définit comme une explication théorique de ce que sont la pensée et la pratique éthique, explication qui implique soit un test général pour le caractère correct des opinions et des principes éthiques de base, soit qu'un tel test ne saurait exister. Il distingue cette théorie d'une théorie sur la nature de la pensée éthique qui laisse ouverte la question de savoir si de tels tests pourraient exister. Sa propre explication est de ce type. Selon elle, il se peut que des tests existent dans certaines circonstances culturelles, pas dans d'autres. Dans les bonnes circonstances, nous pouvons penser dans le domaine de l'éthique, mais la philosophie ne peut guère nous aider à déterminer comment nous devrions le faire. De mon point de vue, en tout cas, voilà qui laisse quand même à la philosophie un gros travail. Formuler une théorie de la culturo-dépendance de la pensée éthique correcte. Expliquer comment les façons dont nous devrions penser dans le domaine de l'éthique sont déterminées par nos circonstances culturelles. Il se peut que Williams propose une telle théorie, en particulier au chapitre 9-10. Pour ma part, c'est dans le chapitre 11 de ce livre que je m'en occupe particulièrement. Alors, un système moral, dans le sens que je donne à l'expression, fait-il partie d'une théorie éthique au sens que donne Williams à cette expression? Peut-être que non. À strictement parler, je cherche une profonde raison d'être pour le contexte, marqué par un esprit de clocher portant sur une vaste paroisse, et cette paroisse sera délimitée par la situation culturelle. Mais selon la lecture que je fais de lui, Williams tient qu'une bonne pensée éthique, même dans ce qu'elle a de plus fondamental, dépendra de façon bien plus fine des idiosyncrasies culturelles qui ne sauraient le faire aucune chose concernant une vaste paroisse. Qui ne saurait le faire aucune chose concernant une vaste paroisse. En aucune chose concernant une vaste paroisse. Supposez que tout ceci soit ainsi, que nous nous convainquions que le système moral que nous accepterions si nous menions notre recherche idéalement n'existe pas. Renoncer au systématique n'est pas en soi perdre tout cerveau moral. Nous pouvons encore avoir des convictions profondes et agir en conséquence. Prenez un exemple évident, la torture. Il se peut que des circonstances extrêmes posent des difficultés, mais dans le cas ordinaire, le fait que la torture est mauvaise, car beaucoup plus clair, est beaucoup plus clair que ne le sera jamais aucune chose touchant au système moral. Il est clair que c'est mal, c'est le moins qu'on puisse dire, de torturer des gens pour s'amuser ou pour se venger. Nous ne renoncerons pas à ces affirmations à cause de l'évolution d'un projet philosophique. Mais à la même enseigne, la ferme conviction que certaines choses sont bonnes et d'autres mauvaises ne suffit pas à nous empêcher d'être des sceptiques dans un sens.
Nous pouvons encore douter que la recherche idéale aboutirait à un système moral cohérent, à un système portant les marques de l'objectivité. Nous pouvons douter que le fait que torturer ces mal soit partie d'une manière globale et satisfaisante d'une compréhension normative du monde. Si nous pouvons douter de la probabilité d'obtenir un système moral tout en restant fidèles à nos convictions morales, il s'ensuit de manière de fait assez triviale que nous pouvons adhérer à des vérités morales claires et rejeter tout systématisme. Reste que, et c'est là le point principal, renoncer au systématique limite les manières dont nous pouvons espérer discuter de problèmes moraux, et les difficultés ne concernent pas seulement les philosophes. La pensée morale ordinaire tient à l'apparence de correspondance avec les faits moraux, car cela remplit des objectifs qu'il est censé de vouloir remplir. Nous sommes tout près à une démythification suivie d'une réconciliation. Nous ne sommes guère prêts à tracer des lignes de retranchement. Si nous devons les opérer malgré tout, la vie discursive continue à changer pour l'essentiel. Nous savons déjà que nous vivons avec l'incohérence, le désaccord et une myopie morale. Les querelles peuvent tuer et qu'elles tuent ou pas dépendent de beaucoup de choses, mais jamais du succès complet d'un projet philosophique grandiose. L'échec philosophique signifie des chausses-trappes pour la discussion ordinaire. Je le répète encore, et en morale nous ne saurions abandonner la discussion sans payer un prix fort. Toutefois, nous avons d'autres manières de nous débrouiller que la résolution totale. Nous acquérons du savoir-faire pour éviter les chausses-trappes. Si nous devons opérer des coupes, cela signifie que nous ne pouvons même pas préciser totalement ce qui compterait comme possession de ce savoir-faire. Après tout, cette précision devrait invoquer quelque espèce de raison d'être. Il faudrait qu'elle dise quel est l'intérêt ou la valeur d'un jugement moral rempli de ce savoir-faire. Formuler cela, ce serait par là même édifier un système. Socrate accablait ses compatriotes d'Athènes de questions incessantes. Il est forcé à essayer de donner des raisons d'être pour leurs convictions irréfléchies. Il se donnait un mal extraordinaire pour les pousser à donner des réponses cohérentes et conformes à des principes. Ses victimes savaient ce qu'elles pensaient et leurs convictions les aidaient à trouver un sens au monde et à vivre ensemble. Nous sommes tous pour une part des Athéniens, vertueux et embrouillés, et pour une autre part Socrate, et nous avons besoin de deux parts de cet équipement. Nous avons besoin d'une vision morale qui en vaille la peine. La part socratique met au point la vision morale, mais elle peut aussi la subvertir. De manière idéale, nous voudrions trouver un dispositif qui satisfasse les deux parts de notre nature, mais peut-être devrons-nous nous contenter d'un savoir-faire partiellement explicite permettant de les équilibrer. Perspective. Le systématisme est une vertu dans la réflexion morale, mais pas parce qu'il y a dès le départ dans notre réflexion un système implicite. Les perspectives peuvent avoir l'air sourdes pour un système moral si notre préoccupation morale repose sur le bric-à-brac que j'ai esquissé, sur des pulsions qui poussent dans tant de directions différentes. Tant pis si les formes de sentiments moraux cruciaux varient selon la manière dont nous regardons les choses et selon les influences qui se présentent à nous. Alors nos jugements changeront selon les cas de manière discordante. Il est possible qu'ils divergent pour une occasion unique. Les jugements de personnes différentes seront différents quand ils auront subi des influences différentes, ou quand des influences différentes occuperont leur horizon, ou quand apparaîtront des façons différentes de cadrer la question. Nous pouvons espérer que la discussion et la rumination morale mitigent des aspects de cela. Elle nous entraîne vers le consensus. Après tout, dans des cas inédits, le consensus qui assure la meilleure coordination survient sans nouvelle discussion. C'est alors que nous pouvons agir avec rapidité. À cette fin, il nous faut des procédures communes d'évaluation de circonstances inédites, des procédures qui nous soient communes à l'avance. La discussion normative nous aide à développer ces procédures. Reste qu'il n'est pas besoin de quoi que ce soit qui ressemble à un systématisme explicite pour obtenir un consensus réalisé à l'avance, ou pour l'obtenir la plupart du temps. Nous pourrions mettre au point des réactions coordonnées à la grande masse de nos problèmes sans formuler de principes uniformes, tant que ce sont les bonnes habitudes qui se conjuguent. Nous pourrions citer un principe dans un cas et l'ignorer dans un autre, tant que nous trierions tous nos cas de la même manière. Bien sûr, si nous tombions d'accord dans toutes les occasions, notre accord présenterait une structure constante. Un observateur habile pourrait formuler des principes produisant nos réactions, mais il serait possible que les principes qu'il pourrait trouver fassent dépendre le bien et le mal de choses que nous jugeons sans pertinence d'un point de vue moral, par exemple, de la personne qui détient la force physique ou le pouvoir financier. Il serait alors possible que la discussion ordinaire suscite des réactions communes dans la plupart des cas nouveaux, sans qu'il y ait de système moral acceptable qui soit ajusté à toutes ces réactions. Bien sûr, la discussion morale réelle n'arrive même pas jusque-là. Des groupes différents se forment autour de préceptes différents, de cadrages différents, d'influences différentes, de drapeaux différents.
Des arguments intéressés marchent certaines fois et provoquent des conflits d'autres fois. Même dans de petits groupes où la vie morale fonctionne bien, les complexités de la vie font surgir de nouvelles situations où l'on a besoin d'une nouvelle discussion. Les vieilles habitudes sont insuffisantes pour amener un accord courant. Or, je le répète toujours, ma question porte non pas sur la recherche réelle, mais sur la recherche idéale. Négligeons nos défauts en tant que participants à la discussion et en tant que juges, et extrapolons les tendances. Trouverions-nous alors que la discussion tend vers l'accord sur un système? Prenez deux groupes figés dans une situation d'hostilité. La discussion est intense à l'intérieur de chaque groupe, sans qu'il y ait beaucoup de discussions entre eux. À l'intérieur de chaque groupe, les dédains, les torts, les perfidies envers les membres du groupe tiennent une grande place, et les torts faits à l'autre groupe comptent peu. Tout cela les maintient séparés, enfermés dans des communautés de discussion et de sentiments à part. Nous estimons que cela nous donne une raison de nous méfier du consensus réalisé par chaque groupe. Mais mélanger ensemble ces deux groupes dans une discussion longue et intensive, avec des règles fondamentales pacifiques, il est possible de forger un ensemble commun de jugements. Voilà un pas vers notre idéal approximatif. Nous estimons que les résultats de cette discussion conjointe sont plus fiables que les résultats de discussion en groupes séparés. Il se pourrait qu'un pas vers notre idéal apporte davantage de consensus. Même un consensus fiable ne constitue pas un systématisme. Reste que diverses parts de notre constitution normative tendent au systématisme moral, et une meilleure recherche encourage ces tendances. Nous pouvons en venir à considérer comme trompeuses certaines manières de percevoir un problème, et d'autres comme donnant une clé qui permet d'accéder à cette solution. Peut-être la morale est-elle comme la physique. Quelqu'un qui étudie la physique apprend de nouvelles manières de penser et apprend aussi à se débarrasser comme d'illusions de certaines des manières anciennes et convaincantes de percevoir les choses. Il apprend à penser à l'intérieur d'un système. En morale comme en physique, nous pouvons tester de nombreuses manières différentes de considérer les choses, faire face à des incohérences et apprendre une manière stable de concevoir les choses à travers tous ces changements de perception. Ce faisant, nous nous améliorons en tant que juges, du moins c'est ce que voudraient nos opinions initiales. Alors, qu'est-ce qui est en jeu dans ces rêveries sur le systématisme et ses perspectives? Une des questions porte sur la stratégie de recherche morale. Le meilleur pari est-il de faire l'essai du systématisme et ses perspectives? Une des questions porte sur la stratégie de recherche morale. Meilleur pari est-il de faire l'essai du systématisme? Ou bien les perspectives sont-elles meilleures avec des recherches au cas par cas? Si les philosophes veulent agir, que devraient-ils faire? Cette question est pour une part normative. Comment peser les vertus systématiques par rapport aux autres vertus que peut avoir la réflexion morale? Et la question est aussi pour une part le résultat probable de recherches menées dans divers esprits. Les constructeurs de systèmes simplifient à l'excès et peut-être le défi est-il que nous en apprenons davantage si les philosophes renoncent à courir avec acharnement après le système au profit d'autres vertus comme l'intuition et l'ampleur de la vision. Une autre chose qui me tracasse, c'est ce qui se produirait si le systématisme l'emportait. Supposer que nous trouvions un système qui résiste avec rigueur à toute contestation. Cela pourrait-il nous faire renoncer à une moralité qui peut nous faire prospérer? Les jugements auxquels nous parviendrions-nous sont-ils de nature à nous tenir à flot au milieu de l'océan de la vie? Pourrait-il donner à notre vie le sentiment de signification que lui donnaient nos vieux préjugés brouillons? Peut-être la rigueur dans la pensée morale doit-elle forcément nous faire suivre les traces de Sigvig et d'Arsani, ou peut-être à la place celle de Kant. Et ce sont là des systèmes que nul ne pourrait accepter complètement tout en menant la vie qui vaudrait le plus de la peine d'être vécue. Le plus la peine d'être vécue. Le problème est donc pour une part de savoir ce qui est nécessaire pour vivre une vie pleine d'un sens conscient et d'engagement enrichissant. Il y a aussi un autre problème qui se dégage dans le tableau que j'ai essayé de tracer. J'ai conjecturé qu'une des principales fonctions biologiques de notre constitution normative est la coordination, et le systématisme peut améliorer la coordination. Mais la systématicité extrême d'Arsani ou de Sigvig pourrait nous mettre en déphasage avec tous ceux qui nous entourent. Il se pourrait bien que des réactions moins soumises au tutorat du systématisme coordonnent mieux. Une des choses qui m'inquiète dans le travail intense et brillant de Perfit, 1984, c'est de savoir si la pensée à laquelle il peut nous mener à travers une série d'exercices philosophiques précis peut pénétrer notre vie normative de tous les jours. Je mentionne ces doutes sans essayer de les exprimer de manière incisive. Le travail consistant à clarifier les questions et s'y attaquer à être fait et bien fait. Rayton, 1984. J'ai moi-même rapidement exposé plus haut plusieurs procédés visant à donner au systématisme moral la bonne allure, des manières de faire progresser et d'accommoder les diverses préoccupations qui nous attirent vers la morale.
J'ai parlé de jugement de surface et de raison d'être profonde, de défiance dans la conception morale de libéralisme. J'ai traité du relativisme et de l'esprit de clocher sous diverses formes. Les espoirs de système moral doivent s'alimenter de tels procédés. On voit mal pourquoi notre préoccupation morale au sens large devrait correspondre dès le départ à un modèle bien distinct. Pour arriver à un modèle, il faut de l'invention. Nous avons une certaine souplesse dans les types de procédures normatives auxquelles nous nous accrochons, mais nous avons de fortes tendances aussi, des tendances qui peuvent tirer dans des directions radicalement opposées. Pour les constructeurs de systèmes, le défi est de trouver des procédés pour canaliser ces tourbillons de préoccupations morales au sens large. Pour être bons, ces procédés doivent faire deux choses. Premièrement, ils doivent emporter une conviction réfléchie. Quand nous pensons sérieusement ensemble, ces procédés doivent nous convaincre de percevoir la plupart de nos pulsions morales au sens large comme des guides pour les limites. Les procédés doivent nous donner une manière fixée de percevoir nos préoccupations morales quand elles entrent en conflit, une manière que nous puissions accepter ensemble. Ils doivent transformer nos conceptions de la recherche philosophique sérieuse. Deuxièmement, les procédés doivent fonctionner dans l'action. Ils ne doivent pas nous faire perdre contact avec les manières ordinaires de penser et de discuter au point que nous perdions les avantages d'une constitution normative humaine, la coordination que peut apporter la discussion morale. Ils doivent combiner la solidité sous l'examen au pouvoir moral quotidien. Sidgwick pensait avoir un tel procédé avec l'utilitarisme. Mill travaillait à des procédés subsidiaires qui nous aideraient à réfléchir et à agir ensemble sur la liberté, les formes de gouvernement et la position des femmes. De nos jours, Brent en particulier s'est efforcé de joindre les raisons d'être utilitariste à un code moral public efficace et qui puisse être appris. Rawls, qui dénonce l'utilitarisme, a proposé des procédés pour se débrouiller avec un problème que les utilitaristes doivent eux aussi reconnaître. Vivre dans le respect mutuel en présence d'un désaccord aigu sur ce qui vaut d'être désiré dans la vie. Des contestations bien formulées contre un système peuvent au moins montrer ce qui manque au procédé courant. Quand elles le font, on a alors besoin de davantage d'inventions, et les perspectives pour réaliser un système moral sont les perspectives de découvrir ces inventions. Alors, y a-t-il un seul idéal systématique que désigne la recherche morale? Une idéalisation complète mènerait-elle à un système moral complet? La morale est-elle un thème à traiter bien défini avec un ensemble de bonnes réponses qui formerait un système complet et cohérent si nous pouvions les trouver? Ce sont des questions auxquelles je ne veux pas répondre. J'ai essayé de dire ce que veulent dire les questions et de mentionner ensuite un petit nombre de choses qui indiquent telle ou telle direction. Si nous finissons par obtenir un système qui vaille d'être accepté, ce ne serait pas parce que ce système était depuis toujours implicite dans notre pensée. Il y a trop de sources de préoccupation morale qui tirent dans trop de directions. Ce sera plutôt parce qu'on aura trouvé les bons procédés de pensée, des procédés cohérents qui réconcilient dans une certaine mesure nos préoccupations et qui arbitrent avec assez d'empire pour nous guider. Espérance. Difficile de renoncer d'un trait à la pensée normative. Une personne qui le pourrait et qui le ferait serait pire que mutilée. Elle sèmerait la pagaille dans les complexités de la vie avec d'autres personnes. Ses sentiments et ses actions se conjugueraient si mal avec les leurs qu'elle rentrerait dedans à chaque tournant. Elle perdrait les profits multiples de la coordination. Par contraste, la moralité étroite peut elle-même être optionnelle. Peut-être pourrions-nous en arriver à vivre sans culpabilité, ou sans normes de culpabilité et de colère, ou sans normes d'action contraintes par ces normes de culpabilité et de colère. Mais j'ai soutenu que nous ne devrions pas. Nous sommes probablement voués à la colère, qu'elle soit régie par des normes ou pas. Il faut quelque espèce de sentiment négatif dirigé contre soi pour servir de filet de sécurité quand des motifs plus doux ratent. En conjonction avec la colère, la culpabilité a de grands avantages pour la mise en forme régulière. Les deux sentiments se conjuguent et tous deux s'attachent aux choses qu'une personne peut contrôler. Les normes pour l'action contraintes par les normes de culpabilité et de colère peuvent donc figurer dans la manière la moins nocive d'arriver à vivre ensemble. C'est ainsi que j'ai défendu l'idée de conserver la moralité étroite. Alors, quel degré de systématicité devrait avoir notre pensée morale? Ce que j'espère pour ma part, c'est qu'une recherche sérieuse puisse nous amener vers la résolution de nos pulsions morales au sens large, résolution qui ajoute à la richesse de la vie. Si nous réfléchissons profondément ainsi que largement sur ce qu'on peut nous apporter la moralité et sur ce qui est vraiment important dans la vie et pour qui nous devrions trouver des procédés de pensée qui nous mèneront quelque part. Dans le tableau qui a mes préférences, la résolution proviendrait non pas de l'élaboration d'une alternative décidée à l'utilitarisme, mais d'un affinement de l'intuition utilitariste de base selon laquelle la morale peut être un outil pour le bien. Un lecteur pourrait accepter la version que propose ce livre sans penser pour autant que mon espérance est la bonne. Il pourrait chercher le systématisme là où je ne
ne m'attend pas à ce qu'on le trouve. Par exemple, dans un juste milieu entre les prétentions indépendantes de la bienveillance, de l'équité, de l'octroi légitime de dons, et ainsi de suite, ou bien même dans la mise à l'écart complète de la prospérité humaine comme base, toute modeste qu'elle soit, d'un systématisme moral. Ou bien il pourrait penser au lieu de cela qu'on ne trouvera pas de systématisme, que les prétentions de l'équité, des titres de respect et de la valeur de la gent morale ne seront pas résolues même par la préoccupation générale la plus sage qui puisse se concevoir pour le bien de l'homme. Dans ce livre, j'essaie surtout de conjoindre deux manières de percevoir la vie normative, comme faisant partie de la nature et comme faisant partie d'un monde de normes, un monde où il est vraiment censé de faire, de penser et de ressentir certaines choses et pas d'autres. De surcroît, j'espérais que cela serait utile pour la recherche normative proprement dite, et particulièrement pour la morale. J'ai rapidement envisagé quelques questions portant sur la structure générale de la recherche morale. Comment ferons-nous des recherches dans le domaine des normes pour les sentiments? Dans quelle mesure prendrons-nous au sérieux la cohérence et pourquoi? Conserverons-nous la moralité? Pouvons-nous réconcilier le bien tel que nous y réfléchissons ensemble avec la meilleure des ruminations privées? Quelles sont les espérances pour un système moral? J'ai formulé quelques réponses, j'ai recommandé des méthodes de recherche, mais en fait, j'ai dit pourquoi il se pouvait qu'un normativo-expressiviste fasse les choses comme les font déjà beaucoup, les font déjà beaucoup de philosophes. Dans ce que j'ai dit, rien ne sautait aux yeux comme la nouvelle clé d'un systématisme moral. Mais j'ai des espérances supplémentaires, des espérances de renforcer une vision qui sert déjà de guide à de nombreuses recherches dans le domaine de la morale. Cette direction de pensée est en gros la suivante. Les propositions morales de l'homme ont été façonnées par une chose qu'il serait idiot d'estimer en soi, à savoir le fait de multiplier nos gènes dans les générations suivantes. Reste que les types de coordination qui ont aidé nos ancêtres à transmettre leurs gènes pour nous former valent d'être désirés, pour de meilleures raisons. Ce sont des forces darwiniennes qui ont façonné les préoccupations et les sentiments que nous connaissons, et certains d'entre eux sont moraux au sens large. Pour la plupart, ces préoccupations visent des choses autres que notre bien ou le bien commun. Reste que nous pouvons voir comment le fait d'avoir ces préoccupations permet de faire avancer un bien que nous pouvons reconnaître. Jusqu'à un certain point, nous pouvons être contents de nous-mêmes aussi bien qu'horrifiés, et nous pouvons essayer de faire mieux. Une partie importante de la vie réfléchie consiste à déterminer ce qui compte vraiment et pourquoi. Dans les injonctions sur la manière de vivre, se soucier de la lettre sans l'esprit, c'est adorer une fausse idole. Mais dans le cas de la morale, nous trouvons bien des esprits différents qui sont tout prêts à nous servir de guide. La difficulté pour nous n'est pas tout à fait de déterminer lesquels sont dans le vrai et lesquels sont dans le faux, mais de savoir quel type de vérité comporte chaque esprit. Lequel de ces esprits faudra-t-il pour nous estimer et encourager parce qu'il procède de façon adéquate d'un esprit lointain? Quel esprit sera pour nous quelque chose de plus, nous donnera des yeux pour voir? Quels autres esprits en nous méritent la dévotion? En outre, quelle vision pouvons-nous avoir en commun avec des peuples qui trouvent nos esprits ternes et les autres éblouissants? Certains des éléments qui sont au centre de notre constitution morale sont des choses qu'il est censé de désirer, de vouloir pour nous et pour nos congénères, même sans tenir compte de la valeur que nous donnons à leurs objets pris en eux-mêmes. J'espère que de les voir ainsi pourra améliorer notre sens de la vraisemblance dans le domaine moral. Cela pourra contribuer à montrer comment des conceptions fécondes peuvent être claires et justes.